Le feu crépitait dans le brasero doré, ses flammes dansant comme des serpents hypnotiques contre les murs de marbre du palais royal. La chaleur étouffante de la nuit perse envahissait les couloirs comme un linceul, et l'air épais était chargé d'un parfum entêtant de rose et d'encens, un parfum qui, dans quelques heures, serait à jamais associé à l'horreur. Dans l'ombre des piliers ornés, des figures capuchonnées chuchotèrent à voix basse, leurs voix se mêlant au bruit lointain de coupes de vin brisées sur le sol de pierre. Nous sommes en 336 avant Jésus-Christ, et l'Empire perse vivait ses derniers moments, une ère qui serait marquée autant par sa grandeur que par son insondable brutalité. Bagoas, l'eunuque qui avait été autrefois un jeune homme d'une beauté extraordinaire capturé dans les montagnes de Bactriane, se déplaçait dans les couloirs du palais avec l'élégance féline de celui qui connaît chaque secret, chaque murmure, chaque souffle qui résonne entre ses murs. Sa peau gardait encore la douceur alabâtre qui avait séduit les empereurs, mais ses yeux, ses yeux, étaient maintenant deux abîmes noirs reflétant des décennies de manipulation, de trahison et de sang. La soie qui enveloppait son corps svelte bruissait doucement à chaque pas, comme le son de la mort qui approche. Pendant 20 ans, Bagoas avait été plus qu'un simple favori de la cour. Il était l'ombre derrière le trône, le murmure venimeux à l'oreille du roi, l'architecte silencieux de destin qui s'étendait des sables de Libye aux montagnes glacées de Scythie. Ses mains délicates, ornées d'anneaux d'émeraude et de rubis, avaient signé des sentences de mort déguisées en lettres parfumées. Sa voix mélodieuse avait prononcé des mots qui avaient renversé des dynasties entières. Et son sourire, ce sourire qui avait ensorcelé les rois, cachait un esprit calculateur qui transformait les hommes en marionnettes et les rêves en cauchemars. Le palais de Persépolis n'avait jamais été aussi grandiose que durant ces derniers jours. Les colonnes s'élevaient comme des titans de pierre, soutenant un toit qui semblait toucher le ciel. Des tapis persans d'une valeur inestimable recouvraient le sol, leurs couleurs vibrantes racontant des histoires de batailles glorieuses et de conquêtes épiques. L'air était constamment parfumé avec des essences rares provenant des confins du monde connu. Et le son d'instruments de musique résonnait doucement dans les couloirs, créant une atmosphère de luxe et de sophistication qui masquait la pourriture qui grandissait au cœur de l'Empire. Bagoas avait bâti son pouvoir sur les corps de ceux qui osaient le défier. Artaxerxès III, le grand roi, n'avait été que le premier d'une longue liste de victimes. Le poison, son outil préféré, était devenu une extension de sa propre existence. Il connaissait chaque plante mortelle qui poussait dans les jardins impériaux, chaque potion capable de tuer en quelques secondes ou de torturer pendant des jours. Ses mains avaient préparé des mélanges qui transformaient des hommes puissants en cadavres convulsifs, et ses lèvres avaient murmuré des mensonges si doux que leurs victimes mouraient en le remerciant pour leur libération. Durant le règne d'Artaxerxès III, Bagoas avait été le pouvoir derrière les rideaux de soie qui séparaient le trône du reste du monde. Il décidait qui vivait et qui mourait, qui prospérait et qui dépérissait dans les cachots sombres du palais. Des satrapes entiers tremblaient à l'audition de son nom murmuré dans les couloirs, et les ambassadeurs de royaumes lointains apportaient des présents non pas au roi, mais à lui, sachant que c'était son approbation qui déterminerait le destin de leur peuple. Bagoas avait bâti son pouvoir sur les corps de ceux qui osaient le défier. Artaxerxès III, le grand roi, n'avait été que le premier d'une longue liste de victimes. Le poison, son outil préféré, était devenu une extension de sa propre existence. Il connaissait chaque plante mortelle qui poussait dans les jardins impériaux, chaque potion capable de tuer en quelques secondes ou de torturer pendant des jours. Ses mains avaient préparé des mélanges qui transformaient des hommes puissants en cadavres convulsifs, et ses lèvres avaient murmuré des mensonges si doux que leurs victimes mouraient en le remerciant pour leur libération. Durant le règne d'Artaxerxès III, Bagoas avait été le pouvoir derrière les rideaux de soie qui séparaient le trône. Il décidait qui vivait et qui mourait, qui prospérait et qui dépérissait dans les cachots sombres du palais. Des satrapes entiers tremblaient à l'audition de son nom murmuré dans les couloirs, et les ambassadeurs de royaumes lointains apportaient des présents non pas au roi, mais à lui, sachant que c'était son approbation qui déterminerait le destin de leur peuple. Avec la mort d'Arcès, Bagos s'était tourné vers Darius III, un cousin éloigné de la famille royale. Darius était différent, plus âgé, plus expérimenté, plus méfiant.
Il avait accepté le trône avec réticence, sachant qu'il s'accompagnait d'un prix qui pourrait être payé en sang. Mais Bagos avait été convaincant, comme toujours. Ses paroles avaient coulé comme du miel empoisonné, peignant un avenir glorieux pour l'Empire sous la direction de Darius, avec lui-même comme conseiller loyal et indispensable. Les premiers mois du règne de Darius III avaient été presque idylliques. Le nouveau roi avait montré la déférence appropriée à Bagos, le consultant sur les décisions importantes et suivant ses suggestions avec la docilité d'un agneau. Bagos s'était permis de croire qu'il avait enfin trouvé la marionnette parfaite, suffisamment intelligente pour être utile, mais suffisamment intimidée pour être contrôlée. Mais Darius III avait été un étudiant appliqué de l'histoire récente. Il avait observé le destin de ses prédécesseurs avec les yeux d'un homme qui comprenait que le pouvoir partagé n'était nullement du pouvoir. Lentement, silencieusement, il avait commencé à construire son propre réseau de loyauté, courtisant des généraux que Bagos avait considérés comme sûrs, soudoyant des espions qui avaient juré fidélité éternelle à l'eunuque, et semant des graines de doute sur la vraie nature des morts mystérieuses qui avaient marqué les dernières années de l'Empire. La beauté physique qui avait été sa première arme avait commencé à montrer des signes d'usure. Ses yeux, autrefois brillants de la lumière de l'ambition, étaient devenus opaques et injectés de sang. Sa peau, qui avait été comparée au marbre par les poètes de la cour, avait pris une pâleur maladive. Ses mains, qui avaient été admirées pour leur délicatesse, tremblaient légèrement maintenant lorsqu'il pensait que personne ne regardait. Le stress de la paranoïa constante avait commencé à corroder non seulement son esprit, mais aussi son corps. Les nuits étaient devenues son tourment particulier. Il marchait dans les couloirs du palais comme un fantôme, incapable de trouver le repos, hanté par les visions des hommes qu'il avait tués et par les fantômes des futurs qui ne se réaliseraient pas. Le son de ses propres pas résonnant sur le marbre était devenu une symphonie de solitude, et le silence qui suivait était encore plus terrifiant. Darius III avait commencé à consolider son pouvoir avec l'efficacité d'un homme qui comprenait que le temps était son ennemi. Il avait retiré les partisans de Bagos de postes clés, les remplaçant par des hommes dont la loyauté avait été achetée avec de l'or et promise par serment. Il avait réformé le système de communication du palais, créant des canaux d'information qui contournaient complètement l'eunuque. Plus important encore, il avait commencé à enquêter discrètement sur les morts mystérieuses qui avaient marqué les dernières années de l'Empire. L'enquête avait été menée avec la précision d'un chirurgien et la discrétion d'un assassin. Darius III avait fait appel à des médecins de la cour pour examiner les corps d'Artaxerxes III et d'Arcès, et leurs conclusions avaient été accablantes. Des traces de poisons rares avaient été retrouvées sur les 2 cadavres, des poisons que seul quelqu'un ayant une connaissance intime de l'art du venin aurait pu administrer. Des témoins avaient été trouvés, des serviteurs qui avaient vu Bagos préparer des mélanges mystérieux, des gardes qui avaient remarqué sa présence constante près des victimes avant leur mort. Le filet s'était resserré autour de Bagos comme un serpent étranglant sa proie. Il avait compris que ses mouvements étaient surveillés, que ses conversations étaient écoutées, que sa correspondance était interceptée. Le palais, qui avait été son domaine absolu, était devenu un pillage élaboré, et il était à la fois le chasseur et la proie. La dernière tentative de Bagos pour reprendre le pouvoir avait été pathétique de transparence. Il avait essayé d'orchestrer un coup d'État contre Darius III, recrutant des gardes loyaux et des généraux mécontents pour une conspiration qui avait été découverte avant même de pouvoir être exécutée. Ses complices avaient été arrêtés dans la nuit, et le matin, il s'est réveillé pour trouver des soldats de la garde royale postés devant ses appartements, non pour le protéger, mais pour le surveiller. L'affrontement final a eu lieu dans la grande salle du palais, sous les peintures célébrant les gloires de l'Empire perse. Darius était entré revêtu de toute la pompe royale, suivi de ses généraux et de ses conseillers. Bagos avait été amené enchaîné, ses vêtements de soie tachés et déchirés, sa beauté autrefois rayonnante maintenant ternie par la réalité de sa situation. Le contraste entre l'homme qui avait gouverné un empire et le prisonnier qui tremblait maintenant devant le trône avait été saisissant. Les accusations avaient été lues d'une voix qui résonnait dans les couloirs comme un glas.
Assassinat de 2 rois, trahison contre l'Empire, conspiration contre le trône, corruption des traditions sacrées. Chaque mot a frappé Bagos comme un coup physique, et il a senti décennies de pouvoir se dissolvre comme du sel dans l'eau. Sa défense avait été pitoyable. Il a imploré, pleuré, supplié miséricorde. Il a offert des trésors, des secrets, même sa propre vie en échange de clémence. Mais Darius III était resté impassible, son visage un masque de marbre ne révélant rien d'autre qu'une détermination froide et calculée. La sentence avait été prononcée de la même voix qui avait lu les accusations. Assassinat de 2 rois, trahison contre l'Empire, conspiration contre le trône, corruption des traditions sacrées. Chaque mot a frappé Bagos comme un coup physique, et il a senti décennies de pouvoir se dissolvre comme du sel dans l'eau. Sa défense avait été pitoyable. Il a imploré, pleuré, supplié miséricorde. Il a offert des trésors, des secrets, même sa propre vie en échange de clémence. Mais Darius III était resté impassible, son visage un masque de marbre ne révélant rien d'autre qu'une détermination froide et calculée. La sentence avait été prononcée de la même voix qui avait lu les accusations. Mort, par ingestion forcée de brase incandescente. La méthode d'exécution avait été choisie avec un symbolisme cruel. Bagos, qui avait utilisé des poisons raffinés pour tuer ses ennemis, serait tué par les éléments les plus primitifs et brutaux, le feu et le fer. L'ironie n'avait échappé à personne dans la salle, et le murmure d'approbation des courtisans avait été une symphonie de vengeance. La préparation de l'exécution avait été aussi méticuleuse que les conspirations que Bagos avait orchestrées. Un brasier spécial avait été préparé, non pas une simple cuve de fer, mais une œuvre d'art en bronze doré, décorée de reliefs représentant des scènes de justice divine. Le charbon avait été soigneusement sélectionné, choisi pour sa capacité à maintenir la chaleur pendant de longues périodes. Les braises avaient été chauffées jusqu'à atteindre une température qui faisait vibrer l'air environnant comme de l'eau. Bagos avait été traîné au centre de la salle, où le brasier attendait comme un autel païen. La chaleur émanant du métal avait été si intense que même les gardes le plus proches avaient reculé instinctivement. L'odeur du charbon brûlant s'était mêlée au parfum d'encens qui imprégnait toujours le palais, créant une atmosphère à la fois sacrée et profane. Bagos avait été traîné au centre de la salle, où le brasier attendait comme un autel païen. La chaleur émanant du métal avait été si intense que même les gardes les plus proches avaient reculé instinctivement. L'odeur du charbon brûlant s'était mêlée au parfum d'encens qui imprégnait toujours le palais, créant une atmosphère à la fois sacrée et profane. Les derniers moments de Bagos avaient été une agonie qui transcendait le simplement physique. Il avait été forcé de s'agenouiller devant le brasier, les mains attachées derrière le dos, la tête maintenue droite par des gardes qui lui tenaient les cheveux. La chaleur avait commencé à brûler son visage avant même que la première braise ne soit retirée avec des pinces de fer. Ses larmes avaient séché avant même de pouvoir couler sur ses joues. La première braise avait été placée sur sa langue avec la précision d'un rituel religieux. Le son qui avait échappé de sa gorge n'avait pas été humain. C'était quelque chose de primal, d'animal, qui parlait directement aux instincts les plus basiques de survie. Sa langue avait crépité comme de la viande sur un grille, et l'odeur de viande brûlée s'était mélangée à l'arôme des épices qui parfumaient la salle. Mais une seule braise n'avait pas suffi. Une deuxième avait suivi, puis une troisième, chacune étant forcée dans sa bouche tandis qu'il convulsait d'agonie. Ses cordes vocales avaient été détruites par la première braise, alors ses cris étaient devenus de simples murmures rauques et bouillonnants. Ses mains, si elles avaient été libres, auraient égratigné sa propre gorge dans une tentative désespérée d'enlever les braises qui cuisaient littéralement sa chair de l'intérieur. Le feu avait consumé sa langue, puis sa gorge, puis ses voies respiratoires. Chaque respiration était devenue une torture, chaque tentative d'avaler une nouvelle vague d'agonie. Son corps avait commencé à convulser violemment, ses muscles se contractant dans des spasmes qui semblaient vouloir éjecter sa propre peau.
Ses yeux, qui avaient vu tant d'horreurs au fil des ans, avaient roulé dans leurs orbites pour ne montrer que le blanc, comme si même sa vue essayait d'échapper à la réalité de ce qui se passait. Le processus avait duré près d'1 heure, une éternité de souffrance concentrée en un seul instant. Bagos était mort comme il avait vécu, en agonie, entouré d'ennemis, complètement seul. Sa beauté était devenue un masque de chair brûlée, sa voix était devenue le silence, et son esprit était devenu une braise consumée par ses propres flammes. Le corps avait été laissé là où il était tombé, comme un avertissement pour quiconque nourrirait des ambitions similaires. L'odeur de chair brûlée avait imprégné le hall pendant des jours, se mêlant au parfum des fleurs pour créer une senteur que nul des présents n'oublierait jamais. Les serviteurs chuchotaient que l'esprit de Bagos hantait les couloirs, cherchant de l'eau pour apaiser ses brûlures éternelles. Le brasier doré qui avait servi à son exécution était devenu une relique macabre, transmise de génération en génération par les bourreaux royaux. On disait qu'il conservait encore la chaleur de ce jour terrible, et que quiconque regardait ces braises pouvait y voir le reflet des derniers moments de Bagos. Finalement, il avait disparu lors d'une des nombreuses guerres qui avaient dévasté la région, mais son héritage était resté, un rappel que même le plus puissant des hommes n'est que chair et os, vulnérable au feu et au fer. La mort de Bagos avait été plus qu'une exécution, elle avait été une catharsis collective, une purification par le feu qui avait brûlé non seulement un homme, mais aussi une époque. L'Empire perse avait émergé de sa mort tel un phénix de ses cendres, renouvelé et fortifié par l'élimination du cancer qui avait grandi en son cœur. Mais comme toute purification, elle avait laissé des cicatrices qui ne seraient jamais complètement guéries. Dans ces derniers moments, lorsque les braises eurent finalement consumé sa capacité à penser, Bagos avait peut-être compris une vérité fondamentale sur le pouvoir et la mortalité. Il avait bâti un empire basé sur la peur, pour découvrir que la peur était une arme à double tranchant. Il avait utilisé la mort comme un outil pour découvrir que la mort ne fait pas de distinction entre le bourreau et la victime. Il avait cherché l'immortalité par l'influence pour découvrir que toute influence est temporaire et que tous les hommes, aussi puissants soient-ils, finissent par devenir des cendres. L'histoire de Bagos demeure un témoignage de la fragilité fondamentale de la condition humaine. Peu importe la hauteur un homme peut s'élever, la profondeur à laquelle il peut enfoncer ses racines dans le sol du pouvoir, ou la manière dont il peut dominer ceux qui l'entourent, il demeure fondamentalement mortel, fondamentalement vulnérable, fondamentalement humain. Le feu qui consuma Bagos n'a pas été seulement une exécution, mais une révélation, que derrière tout masque de pouvoir, il n'y a qu'un autre visage humain, aussi fragile et mortel que tout autre. Et ainsi, dans les braises qui brillaient cette nuit terrible à Persépolis, nous pouvons voir refléter non seulement la mort d'un homme, mais la mort d'une illusion. L'illusion que le pouvoir peut transcender la mortalité, que l'influence peut remplacer l'humanité et que la ruse peut vaincre l'inévitabilité de la justice. Bagos avait vécu comme un dieu, mais il est mort comme un homme, et ce l'est peut-être la leçon la plus puissante de toutes.